Angoisse ou peur? C'est la question qui tourmente les spécialistes des épidémies. Quelle serait l'épidémie la plus dangereuse à se propager sur la planète en 2020? Celle du coronavirus qui prend le nom savant de Covid-19? Ou l'angoisse liée au coronavirus, trouble anxieux qui se répand à une allure plus rapide que le virus lui-même? Le propre des situations de crise ou d'urgence, c'est qu'on essaie de s'orienter dans le brouillard alors même qu'on ne voit pas à plus de 3 mètres. Les humoristes raffolent de l'épidémie d'angoisse liée aux microbes, tandis que les virologues, infectiologues, épidémiologues et sociologues affectionnent celle due au Covid-19. Les épidémiologues occupent le devant de la scène dans les médias. Nous sommes ainsi libérés des climatologues qui se trouvent au chômage technique avec les acteurs de la branche du tourisme. Exit le réchauffement de la planète, Greta Thunberg, et la peur de la fin du monde par la montée des océans. Le coronavirus a finalement sauvé l'humanité grâce au ralentissement des économies et à la paralysie des industries chinoises. Avant le virus chinois, c'était en effet les usines du monde qui crachaient des milliards de dollars et des tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Ces vents parfumés de carbone se répandaient partout et contaminaient jusqu'à l'air frais des Alpes qui m'entourent. Avec le virus, les industries se grippent. Le Covid-19 sauve l'humanité de l'extinction qui aurait lieu à cause de la corruption de l'environnement. Et voilà que le traitement se montre aussi dangereux que la maladie industrielle. L'angoisse liée au réchauffement climatique est remplacée par l'effroi causé par le coronavirus qui suscite à son tour la peur d'une crise économique mondiale, laquelle, de manière rétroactive, nous guérit du souci lié à la fièvre de la Terre. Quel fantôme me terrorise le plus? J'ai l'embarras du choix. Je suis spécialiste des troubles anxieux et je suis anxieux moi-même. Je passe mes journées à faire de la méditation et du yoga, ce qui ne me calme absolument pas. Au contraire, cela augmente ma crainte d'être obligé de méditer toute la journée lorsque je me retrouverai en quarantaine, loin du troupeau. Je constate que les spécialistes sont les plus angoissés. Ils se trouvent dans une position délicate. S'ils prennent le parti de calmer la population, mais que le danger s'avère par la suite réel, avec une épidémie Spanish flu-like, faisant des ravages tels la grippe espagnole, ils seront accusés d'avoir banalisé la menace. Si ces mêmes épidémiologues, infectiologues, immunologues et autres logues nous disent que le danger est majeur, que nous devons rester chez nous, avec interdiction de sortir, interdiction d'embrasser la famille, interdiction de parler pour ne pas alarmer les autres, et que finalement l'épidémie s'avère moins grave qu'une grippe saisonnière, ils seront accusés d'avoir été alarmistes et donc responsables de l'amplification de l'épidémie d'angoisse et, bien sûr, d'avoir miné l'économie mondiale. Que disent nos politiciens, ministres de la Santé et autres garants de la communication avec la population? Le conseiller fédéral Alain Berset, responsable entre autres de la politique nationale de la santé en Suisse, marque une pause dans sa lutte contre le renchérissement de la santé, combat consistant en réalité à soutenir le lobby des assurances maladie. Notre conseiller nous conseille de garder nos distances, ce qui convient parfaitement à un phobique comme moi. Me voilà finalement d'accord avec Berset. Il interdit les organisations de plus de 1000 personnes, ce qui va à l'encontre d'une économie basée sur la consommation de masse. Il nous invite à la prudence quant au rassemblement de moins de 1000 personnes. Prudence, nous conseille notre Helvète, surtout pour ceux âgés de plus de 65 ans. J'ai rencontré hier au marché un bon Helvète qui se sentait coupable de s'exposer en public au danger et d'enfreindre les consignes de notre conseiller fédéral. Nous devons faire de petites réunions de grands espaces pour ne pas être serrés comme des sardines. Des événements qui font la fierté de la Suisse à l'étranger ont été annulés, comme le salon de l'auto, pour le bonheur du Parti des Verts, ou encore le carnaval de Bâle. L'hôtellerie bâloise a ainsi essuyé de lourdes pertes, mais cela n'a pas empêché quelques fêtards de défiler en tenue de protection. Prudence, prudence. La marche des femmes a, elle aussi, été affectée, sans pour autant empêcher certaines d'entre elles de se montrer imprudentes. Football et hockey devront attendre. La grande foire horlogère de Bâle a aussi été annulée. Les clients chinois devront prendre leur mal en patience. Les Bâlois passeront encore une fois à la caisse. Je ne le répète jamais assez, l'angoisse est une maladie contagieuse. Et malheureusement, nous ne disposons pas de moyens efficaces pour diagnostiquer cette maladie.
Mon travail serait tellement simple si je pouvais faire comme les virologues, prélever de la glaire avec un coton-tige pour détecter le Covid-19 et ensuite affirmer d'une voix caverneuse et pleine de certitude « Il s'agit bien du coronavirus ». Mon travail n'est pas si rapide. La contagion de l'angoisse peut s'avérer plus puissante et plus dangereuse qu'une épidémie virale, et plus néfaste. Mais pour éviter la propagation de l'angoisse, nous devrions être aptes à poser un diagnostic plein de conviction et à l'annoncer d'une voix sépulcrale. Et ce n'est pas le cas. Car pour le faire, nous devons répondre à la question angoisse ou peur. Les horribles dangers provoqués par le virus sont-ils réels ou imaginaires? Par conséquent, les spécialistes des troubles anxieux dépendent des infectiologues et autres logues. Je suis donc livré à mon angoisse avec la double charge de devoir soigner ma propre maladie et celle des autres. Je dois rassurer mes patients, leur dire qu'il y a une certaine hystérie autour de nous, tout en enduisant mes mains de stérilium. J'ai supprimé les poignées de main et je stérilise les poignées de porte. Je m'incline comme les Japonais. Les embrassades et les bises m'horripilaient déjà. Je garde une distance de 2 mètres avec mes patients. J'évite d'avoir du retard pour prévenir tout rassemblement dans ma salle d'attente où j'ai affiché les mesures de sécurité. De toutes les menaces, les maladies infectieuses sont les plus aptes à ébranler l'être urbain. Le dimanche 8 mars 2020, journée internationale des femmes, lorsque les femmes se sont rassemblées en dépit du Covid-19. Lundi. Je suis allé à ma réunion des superviseurs de neurologie de la faculté, mais celle-ci avait été annulée. Ils n'ont pas eu la délicatesse de m'avertir, ce qui est habituel chez mes collègues. Mardi, ils ont eu le tact de m'informer que mes cours de jeudi étaient annulés. Au cabinet, j'ai trouvé que mes patients hypocondriaques étaient stoïques et presque sereins face à l'épidémie. Ce sont les seuls à m'avoir serré la main. Ils sont calmes. Tandis que les patients autrefois sereins sont devenus hypocondriaques. Moi, j'étais hypocondriaque et je le suis désormais encore plus. Je ne serre plus de main, je travaille avec un masque, je garde les 2 mètres de distance et si je ne suis pas convoqué par les urgences, je fermerai mon cabinet. Seuls les patients souffrant de gros chagrins d'amour ne parlent pas de l'épidémie. Autrement, c'est le thème qui s'impose et les personnes se répartissent alors en 2 groupes, les alarmés et les virosceptiques. Lors d'un FaceTime avec Marie, elle s'est référée à Shinzo Hamaguchi, se demandant pourquoi les climato-sceptiques n'étaient pas également virosceptiques. Elle a ironisé sur le fait que Trump a fermé ses frontières avec l'Europe tout en maintenant la libre circulation avec le Royaume-Uni. Or, l'Angleterre n'a pas fermé ses frontières avec l'Europe, mais probablement les virus européens n'oseront pas franchir l'océan en passant par le Royaume-Uni. Renato Seidel pense quant à lui que l'Occident ne sait pas encore prévenir les épidémies et qu'à l'avenir, il faudrait en faire un peu moins pour ce genre de virus et un peu plus pour la grippe saisonnière qui n'est pas prise au sérieux. Marie Chanel rappelle que la fin du monde causée par le réchauffement a été remplacée par l'apocalypse virale. Elle constate « Avec le réchauffement, la fin du monde paraissait trop éloignée. Avec l'épidémie, le désastre sera à court terme. » J'ai demandé à mon ami Omar Bakr si le coronavirus inquiétait la population en Afghanistan. Il a fulminé du nez et accusé les Iraniens d'avoir intentionnellement envoyé des personnes contaminées en Afghanistan. Effectivement, on nous annonce que le virus explose en Iran. L'incidence du virus sur la géopolitique prend des dimensions théâtrales. Les frontières se ferment, la globalisation du virus renforce les nationalistes et les ennemis de la libre circulation. Les frontières sont enflammées, et pas uniquement entre la Colombie et le Venezuela. J'entre maintenant dans le cœur de mes réflexions qui ne sont pas encore publiées. Les angoisses collectives restent ordinairement latentes. Ce sont des inquiétudes flottantes qui attendent une cause crispante pour s'y accrocher. Les anciens traumatismes collectifs reviennent souvent comme objet de crispation. Au XXe siècle, nous en avons eu plusieurs, comme la grippe espagnole, la crise de 29, les guerres mondiales, les génocides
et tout ce qui y était associé, comme les totalitarismes et les nationalismes. Les angoisses collectives sont éveillées par des causes invisibles telles le terrorisme, les virus, les mouvements de la nature et les réactions humaines. Les menaces voilées provoquent les angoisses et les théories du complot. Jeudi 12 mars, lors de mon chômage technique, suite à un cours annulé. J'ai commis une erreur hier lorsque j'ai décidé de revoir Blade Runner. Dans ce film, Rick Deckard passe son temps à essayer de distinguer les humains des replicants afin de les tuer. J'ai visionné ce film après avoir travaillé toute la journée de la veille, dans cette ambiance de pandémie, en essayant de distinguer les infectés des purifiés. Les autorités ne cessent de me demander de ne pas fermer mon cabinet pour ne pas encombrer les hôpitaux, mais je vais intensifier le passage en mode vidéo des consultations. Vendredi, j'ai presque eu une attaque de choléra lorsque je consultais et j'entendais plusieurs personnes arriver ensemble dans la salle d'attente. Ils ont tous décidé d'arriver en avance. Par bonheur, j'avais retiré toutes les revues de la salle d'attente, une partie des fauteuils et espacé les sièges restants, afin d'augmenter la distance sociale. Je découvre des aberrations à longueur de journée dans le tsunami d'informations qui m'envahit en ces temps de fragilité de la civilisation. Des non-sens virologiques, des folies psychologiques évidemment, et aussi des stupidités sociologiques. Un de ces présumés scientifiques s'est penché sur la différence entre distance sociale et distance physique. Il réprouvait l'usage de l'expression distance sociale pour décrire l'exigence de se tenir à 2 mètres les uns des autres, l'interdiction de se réunir en groupe, de se serrer la main, de se toucher. Notre soi-disant savant déclarait qu'il s'agissait d'une distance physique et non sociale. Pire encore, il bêtisait que la distance sociale avait diminué grâce à l'intensification de la communication. Quiconque connaît les principes élémentaires de l'éthologie humaine n'osera pas nier la primauté du contact physique dans la tendance grégaire des moutons urbains. L'intensification de la communication en cas d'interdiction de contact physique n'est qu'une maigre consolation à la privation de rapports corporels. Par ailleurs, l'accroissement des échanges verbaux permet de propager les rumeurs à une vitesse exaspérante dans un contexte déjà assez suffocant. Mon travail consiste à rechercher des informations lucides dans cet océan de fables. Suite au diktat de l'éloignement social, l'animal urbain, grégaire par définition, perçoit l'environnement comme un chaos. Il est obligé de réagir face à ce désordre. Son conditionnement n'est plus praticable. L'organisation de son trafic neuronal se trouve perturbée. Il se considère en prison. Tous en prison et gardiens de la prison de l'autre. Les adolescents désobéissent, ils s'assemblent naturellement. Le vieillard apeuré court à la délation. Ceux qui ont vécu une dictature en Haïti, par exemple, sont perturbés par les restrictions de sortie et cauchemardent lorsqu'on évoque la possibilité d'un confinement total. Les traits de personnalité sont plus prononcés. Le survivalisme fait son chemin. Les paquets de papier toilette ont disparu des étagères de supermarchés. Je m'en fiche si les gens se ruent sur les pattes. Je constate que notre civilisation se fonde sur les carbohydrates et la gestion de leurs évacuations. Ce qui me touche, c'est le manque de masques et de désinfectants. Un patient a oublié un sac avec des masques et du désinfectant. Je me réjouissais de la tentation de m'approprier ces objets précieux, mais quelle ne fut pas ma déception lorsque je me suis rendu compte qu'il s'agissait simplement de shampoing et non d'antiseptiques. Heureusement, ma généreuse femme de ménage en possède un stock chez elle et elle m'en cède une partie. J'ai quand même dû aller à la pharmacie publique chercher les 50 masques disponibles pour les médecins au sein des urgences du centre hospitalier universitaire, ce lieu infecté où j'ai dû traverser la salle d'attente destinée aux patients porteurs du coronavirus. Nous nous sentons tous comme des pestiférés maintenant, mais quelques-uns le sont plus que d'autres. J'arrose mes mains de stérilium toutes les heures. Paolo Del Pozzo se lavait déjà les mains tout le temps en période de paix et ouvrait la porte avec les coudes. Soudain, il remarque que tous font comme lui.
J'observe un renversement de la différence entre le normal et le pathologique. Ceux qui sont qualifiés de phobiques, obsessionnels et paranoïdes naviguent avec plus d'aisance au sein de cette nouvelle atmosphère, tandis que les autres se sentent à leur tour phobiques, obsessionnels et paranoïdes. Paolo remarque que le fait de devoir rester loin des gens pour se protéger est un indice que l'être humain est néfaste pour l'humain. Dimanche 22 mars 2020, confiné chez moi. Le fils de mon voisin, la belle-mère de mon associé, un client de Pétron, mon médecin personnel âgé de 75 ans, mon ex-ennemi, un peu stupide mais gentil. La maladie s'approche de mes voies respiratoires. Aucun d'entre eux n'a été hospitalisé. À part l'architecte qui allait rénover mon appart. Ils ont tous passé 2 semaines pénibles. La dyspnée me fait suffoquer un peu plus chaque jour. Hier, avant de m'endormir, j'étais horriblement fatigué. J'avais un peu mal à la tête ainsi qu'une diminution du goût et de l'odorat. Ça y est, le virus occupe mon corps. Je me suis réveillé aujourd'hui en pleine forme, un peu soulagé, un peu déçu. Un vent mortifère souffle autour de nous. La ville est déserte. J'attends le moment où la vie viendra à nouveau occuper chaque passage. Une explosion de vitalité, comme lors de l'après-guerre. Mais pour l'instant, je pense simplement que je pourrais mourir. C'est pas impossible. Il suffit d'ajouter une disparition aux statistiques. Mort du coronavirus. Nous nous demandons combien de temps cela va encore durer. Mon cousin est virologue et il m'a rappelé que la grippe espagnole avait duré 3 ans avec 3 vagues. 3 vagues successives. On annonce une 2e vague de Covid-19 en Chine actuellement. Des cauchemars me tourmentent sur ces informations vraies ou fausses. Je me raisonne. Non, ça ne se passera pas comme durant la Première Guerre mondiale. Nous sommes en 2020, il y a des antibiotiques contre les infections opportunistes. Une course au vaccin est déjà en marche. Chinois, Européens, Américains veulent décrocher la palme. Un traitement efficace sera trouvé avant le vaccin. Et merde! Il pourrait distribuer des masques à toute la population avec un dépistage généralisé et régulier. La Suisse est prête pour une guerre atomique, mais elle ne réussit pas à protéger sa population d'une petite grippe. Ben non, c'est pas une banale grippe. C'est une grippe folle accompagnée d'une folie sanitaire de bricoleurs en tout genre et de microbes opportunistes comme des dictateurs amateurs. Les virologues pop-stars, les philosophes moralisateurs du genre Onfray et les ministres de la Santé malades égarés. L'épidémie est un milieu de culture favorable à la fermentation des dictateurs. C'est l'agar-agar propice aux despotes de tous bords. De la démocratie voisine à l'hôpital psychiatrique en passant par les slums lointains où les trafiquants donnent de nouvelles consignes à la population. Les tyrans, refoulés en temps ordinaire, font leur coming out. Mais dans 6 mois, le virus sera encore là et la population ne va pas retrouver rapidement sa mobilité. La libération se fera lentement. Le déconfinement, mon dictionnaire tarde à intégrer ce mot. Quelques milliards de personnes confinées dans le monde. Toutes mes connaissances sont confinées en Suisse, à Paris, à New York, Miami, Lima, Sao Paulo, même au Japon. La mobilité s'est arrêtée. Le ciel est serein, sans avion. Les transports publics sont rares et vides. Le trafic de voitures pâlit.
Le coronavirus freine la mondialisation plus violemment que tous les autres grands facteurs d'angoisse mondiale connus durant le XXIe siècle. Jusqu'à présent, nous avons fait l'expérience de 4 motifs d'affolement mondial: les crises économiques, le terrorisme, le réchauffement climatique et la pandémie de 2020. La globalisation est le phénomène caractéristique du XXIe siècle. La libre circulation des marchandises, des personnes, des capitaux, des services, de l'information constitue à la fois un idéal et un problème qui divise les partis politiques actuels. Cette globalisation a commencé dès le XVe siècle. En effet, c'est avec l'idée d'une terre ronde, cessant d'être infinie, que les différents peuples ont pris conscience qu'ils vivaient dans le même contenant. Le paradoxe de la mondialisation, c'est la montée des nationalismes, l'envers même de la globalisation. Des besoins contradictoires se manifestent, d'une part un impératif de possession qui est propre au nationalisme et d'autre part une volonté d'expansion spécifique à la mondialisation, et dont les multinationales sont le modèle. L'épidémie paralyse la circulation, elle consolide les frontières, elle barricade les peuples et confine les personnes. En ce moment, la libre circulation est devenue synonyme de trafic d'argent et de virus. Les chauvinistes veulent garantir le mouvement du capital sans le déplacement des personnes et des virus qui l'accompagnent. Nous vivons le rêve autonomiste, confinés à l'intérieur de nos frontières, de nos pays, de nos départements, de nos villes, de nos quartiers, de notre appartement. Les frontières se trouvent à chaque coin de rue. Les gendarmes se sont convertis en douaniers, contrôleurs de nos laissez-passer. Les États nous imposent des sacrifices. Les peuples anciens faisaient des sacrifices en période d'épidémie. C'est à notre tour de renoncer. L'économie ou la santé, tel est le choix qui nous est présenté par les virus à travers la bouche de nos technocrates. Les virus nous disent « vous vous êtes enrichis, vous voilà nourris bio et fumés avec de l'herbe de qualité, vous passez de la bonne table au lit confortable, de la salle de fitness au massage relaxant, de la douce plage à la montagne silencieuse. Maintenant, nous voulons notre part. Redistribuons. Les microbes nous gouvernent. Ces dirigeants nous privent de notre liberté de mouvement et d'agrégation. Nous sommes confinés et nous découvrons que cette situation est finalement le propre des riches. En effet, la réclusion se révèle être impossible dans les grands regroupements de campements de Lima, les débris de Manille, les bidonvilles de Lagos. Il serait grotesque de demander aux habitants des favelas de se laver les mains avant tout contact alors que l'eau manque dans leur maison. Étant donné que la Suisse, par manque de tests à large échelle, se trouve déréglée face à l'épidémie de cette étrange grippe et qu'elle n'est pas apte à isoler uniquement les malades, nous sommes obligés de nous conformer aux directives en restant confinés. Nous devons donc décider rapidement avec qui nous serons enfermés. Marie Miraflores décide à regret de rester avec son ex-mari Shinzo Hamaguchi. Elle survit ainsi loin de son mari actuel pour que ses enfants puissent voir leur père. Le copain de Niels Musk se sépare de lui. Il décide de rester avec ses propres parents qui ne connaissent pas l'existence de Niels. L'histoire est mal barrée. Quant à Coco Hadid, elle se trouve coincée sans visite dans son foyer psychiatrique. Tout le monde est fou, me dit-elle, isolée, sans contact avec l'extérieur. Lorsqu'un objet entre dans la maison sans être stérilisé, le responsable reste cloîtré 1 semaine dans sa chambre. L'environnement est fou, mais au moins Coco n'a plus d'hallucinations. Elle se sent en paix. Samedi, 28 mars. Inadapté chez moi. La vie mentale est en suspens. Personne n'arrive à raisonner. Je reste collé sur les informations et m'y perds.
Je lis toutes les instructions sur la télémédecine et sur les logiciels qui assurent la confidentialité. Je suis les directives de la Société de médecine et de la Société de neurologie, même de la Société de psychiatrie. J'ai des nausées et des coliques lorsque je reçois leurs mails. Le confinement avance. Les vivants deviennent virtuels, cachés derrière la masse d'informations. Les plaisanteries autour du virus me faisaient oublier les consignes de la Société de médecine. Mais l'humour s'assombrit. Ce n'est pas le moment de tomber malade. J'ai rêvé que j'étais poursuivi par un serpent qui me crachait son venin. Le mal circule. Le lac et le ciel sont d'un calme lourd. Le silence est plus fort. J'entends ce que je n'entendais pas avant. Les voisins claquent leurs portes. Quel message pourrait-on mettre dans l'immeuble pour que les gens cessent de claquer leurs portes ? Merci beaucoup à ceux qui sont d'accord de ne pas claquer les portes au quotidien. Je ne fais plus la différence entre l'intérieur et l'extérieur. Parfois je me demande si nous sommes tous devenus cinglés. Sommes-nous allés trop loin ? Shinzo, comme il fallait s'y attendre, se montre virosceptique et me rappelle continuellement que la grippe ordinaire tue 300 000 personnes par année. Le cancer et les maladies cardiaques sont encore plus mortelles chez les riches. Les autres maladies contagieuses et parasitaires font des ravages chez les pauvres. Une épidémie de mimétisme se propage. Les gouvernements s'imitent, de la Chine à l'Amérique. Les patients dépriment et ne veulent plus rien faire. Ils sont inactifs et rêvent de vacances. Je me suis affolé lorsque mon ami généraliste m'a suggéré d'arrêter de fumer des joints. La mortalité est basse en Suisse, l'infection est élevée et le temps est merveilleux. Nous sommes tous surpris d'observer que le printemps n'est pas confiné. La flore et la faune gonflent et nous nous aplatissons comme la courbe de l'épidémie. L'injustice est incontestable, les dirigeants devraient enfermer la flore et la faune. Je suis fatigué, anxieux, grincheux et je m'exaspère lorsque l'on me dit que nous avons de la chance d'être confinés en Suisse. En France, c'est pire. Le ton dans les rues est accusateur. La politesse helvétique ne cache pas le blâme dans le regard de chacun. J'ai été abasourdi lorsque j'ai lu quelque part que 60% des Suisses demandaient un confinement total. Le désir de soumission est redoutable. Les autres sont impurs, et moi-même aussi à l'occasion. Le nez, la bouche et les mains sont impurs. Les objets et la distance peuvent devenir purs ou impurs. Les désinfectants sont les purificateurs qui ont définitivement remplacé l'eau bénite. Les masques et les gants sont des barrières entre les deux mondes. Lara Croft condamne le pourrissement du système et la surconsommation. Elle se rend compte que son parfum est bientôt terminé. Comment faire sans son parfum ? La question se pose de nouveau, qu'est-ce qui serait de première nécessité ? Les masques, la chloroquine et le parfum ? Paolo Del Pozzo prend un Temesta chaque fois qu'un ami lui apporte les courses. Il parle durant 5 minutes en respectant 2 mètres de distance. Il devient germophobe. Il pose les courses sur un journal pour que la table reste préservée de l'éventuelle présence du virus. Il se relave les mains ainsi que les objets qu'il avait déjà lavés. Il s'impose des gestes, des choses à toucher obligatoirement, d'autres qui sont interdites. Il oublie les règles, il sait qu'il en fait beaucoup. Il se dit qu'il devrait arrêter, il s'épuise et il continue. Lorsqu'il va chercher le courrier, il est strict. Les poignets se transforment en ennemis, surtout lorsqu'il sort avec les poubelles. Je continue à rester en contact avec mes cousins du Connecticut. En Amérique, ils font tout en plus fort et en plus grand. Ils dépasseront certainement le nombre d'infectés et de morts de la Chine. Ils se posent les mêmes questions que nous, mais leurs réponses sont différentes. Individuellement, nous devons trancher avec qui nous serons confinés. Collectivement, nous devons statuer sur les produits de première nécessité.
Les gouvernements décident sans demander mon avis. Un historien suédois disait qu'en situation de crise, les Suédois réagissent comme des Suédois et les Français comme des Français. La Suède et la France ont adopté des modèles opposés en ce qui concerne la façon dont l'État brusque les vieux et les moins vieux. Les États-Unis se trouvent dans l'entre-deux. Cependant, les Français ont décrété que les livres étaient des produits de première nécessité, tandis que la Floride privilégie les armes et la religion. Marie Miraflores m'a confié qu'on ne peut pas demander aux Américains de lire des livres. Le temps est révolu où j'assimilais les Américains à l'image de mon père. J'ai ressenti le devoir de défendre la culture et la science propres à la civilisation américaine. Je conserve une lassitude méfiante vis-à-vis des informations qui m'emportent. Un de mes multiples points de désaccord avec la psychanalyse concerne la vérité. Cette discipline exprime une foi solide dans la possibilité de s'approcher de la vérité. Au contraire des psychanalystes qui tentent de dire la vérité, je serais bien incapable de déclarer que je dis la vérité. Loin de là. Je dois même avouer que je mens. J'essaie de mentir avec modération, mais j'ai parfois des accès de mythomanie. Raison pour laquelle je suggère de ne pas prendre tout ce que je dis pour de l'argent comptant. Ma rigueur scientifique n'est qu'une apparence. C'est une surface fortement enracinée dans du sable mouvant. Marie m'a surpris lorsqu'elle a émis un avis digne de son ex-mari. Selon elle, l'Occident ne cesse de se plaindre de recevoir des informations déformées ou du manque d'informations venues de Chine. Elle se demande pourquoi l'Europe et les Amériques ont rapidement pris des mesures chinoises pour modèle. Les dispositions violentes du confinement chinois ont été adoptées au lieu de suivre le modèle taïwanais. Quant à la Suède, elle est devenue un groupe témoin. Le mimétisme n'est pas universel et les différences entre les pays sont nombreuses. Le Vietnam dépiste ses habitants avec rigueur et discipline. Au Brésil, le président demande à la population de se révolter contre la fermeture des commerces, tandis que le Pérou laisse les hommes et les femmes sortir en alternance, un jour sur deux, dans les rues. Françoise Palu a exprimé un autre point de vue. Elle a rappelé le cas de l'Allemagne durant la Deuxième Guerre et souligné qu'il y avait un désir de soumission chez les Allemands et dans tout le continent. Selon elle, seuls les inadaptés n'entrent pas dans ce moule. Alors, elle déteste les gens qui applaudissent les soignants tous les soirs, car cela représente pour elle la signature de ce désir de se soumettre tous ensemble, les uns avec les autres. On fait ce qui est bien. C'est la peur de ne pas être du bon côté. Avec le déconfinement, elle note l'éclatement de la bulle de tranquillité. L'angoisse de l'extinction de masse disparaît, ainsi que l'impression d'être les seuls survivants. Elle se réjouit à l'idée d'une deuxième vague. Pour conclure, je souhaite retenir un premier effet causé par cette épidémie. L'angoisse est la nourriture préférée des petits dictateurs et autres porteurs de discours autoritaires. Voici le mot de la fin venant achever ces années de plongée dans les angoisses urbaines. Il y aura encore beaucoup à dire en ce qui concerne la pandémie actuelle. Si je survis à cette crise, je reviendrai certainement sur le Covid-19, mais je ne le ferai plus sous l'angle des angoisses urbaines. Je prendrai une autre perspective, celle des voisinages, des frontières et des différences. Je pourrais ainsi me poser la question de savoir quel est le voisin le plus affligeant, un vieux, un Chinois ou un obèse. Post-scriptum. Depuis que j'ai été accusé de contribuer à l'OMS bashing,
Je renonce à émettre mon avis sur le rôle de l'OMS lors de la pandémie de Covid-19.